Bonjour à toutes et à tous. Profiter de ces premiers instants de parole pour remercier les organisateurs de m'avoir convié en ce lieu froid mais familier. Je suis très heureux de revenir. Je souhaite donc, oui en effet, apporter ma pierre à l'édifice, à ce qui a pu être dit jusqu'à maintenant, en abordant le point de vue de l'individu par rapport au fichier. Le fichier, nous l'avons vu, est perçu comme un moyen d'exercer une emprise sur la société, sur les individus, un moyen de les contrôler. Il est intéressant aussi, il me semble, de relever qu'ils sont des outils avant tout au service de l'individu. Jean-François Carléo vient de parler de la transparence de ce point de vue-là, qui fait partie des éléments positifs qui profitent à l'individu. Plus généralement, des fichiers permettent en effet à l'individu d'être reconnu dans son existence, d'accéder à des prestations qui sont relatives à sa santé, à son éducation, à sa subsistance dans certains cas. Ça lui permet de voir sa propriété identifiée, protégée, ou encore des fichiers lui permettent de pouvoir participer à la désignation de ses gouvernants. Mon constat, le constat que je vous propose, c'est que l'inscription au sein d'un fichier, c'est l'indication qui est donnée à un individu noyé dans la masse, que la collectivité a pris acte de sa présence et l'intègre en son sein en lui reconnaissant des droits et des devoirs. Autrement dit, le fichier ne saurait être réduit simplement à l'emprise ou au risque qu'il crée, mais il est aussi un moyen d'inclusion de chacun au sein de la société. Alors, on le voit, dans la mesure où je suis juriste, je pourrais être dans une position inconfortable pour étudier un tel sujet. Peut-être vaudrait-il mieux être sociologue, voire philosophe ou anthropologue. Il est bien question de rapport de l'individu au groupe. Je vous propose pour ma part donc une approche juridique, à défaut de pouvoir faire autre chose, en m'intéressant à quelques fichiers majeurs que j'ai choisis arbitrairement. Je les aborderai en précisant tout d'abord les bénéfices qu'ils apportent aux individus, en identifiant les modalités d'inscription qui sont elles-mêmes assez révélatrices, mais aussi en tentant de saisir la part de liberté dont dispose un individu à l'égard de ces fichiers. Vous le verrez, il ressort d'une telle étude une nette distinction pour l'individu selon la forme que présente à son égard cette forme organisée de la collectivité qu'est l'État. En effet, les choses se distinguent selon qu'il apparaît sous la forme de l'administration ou du pouvoir politique. Nous le verrons, alors que l'administré, j'utilise le terme d'administré plutôt qu'usagé, pour souligner une sorte de passivité. L'administré est dans une situation de dépendance à l'égard de bénéfices apportés par la collectivité, alors que le gouverné dispose au contraire de davantage de latitude. Je parle de gouverner, et là, pour le coup, afin de dénoter davantage d'implication, j'utiliserai plutôt le terme de citoyen. Et donc, ces deux figures vont me permettre de structurer mon propos. Dans un premier temps, j'aborderai la question de l'inclusion de l'administré. Dans un second temps, j'étudierai la question de la participation du gouverné, telle que permise par des fichiers. Premier temps, donc, le fichier et l'obligation faite à l'individu d'être un administré. On peut intégrer une collectivité humaine, collectivité organisée en État, soit au moment de sa naissance, soit au cours de sa vie, au gré des différents déplacements qu'elle peut occasionner. Je n'entrerai pas dans les détails des différentes possibilités qui en découlent, particulièrement lorsque se pose la question complexe de la nationalité. Je me limiterai à ce constat, à savoir qu'intégrer une société, cela se traduit par la possibilité de pouvoir séjourner en son sein. C'est-à-dire, d'un point de vue juridique, ceci suppose de pouvoir être intégré à un fichier qui attestera la possession d'un titre, la nationalité, le fait d'être ressortissant européen ou tout autre titre de séjour, quelle que soit la cause qui permet d'y accéder. Plus généralement, je me permettrai d'utiliser cette expression devenue courante, être en situation régulière, c'est simplement avoir trouvé sa place au sein d'un fichier. Pour les besoins de cette étude, j'irai au plus simple, je me concentrerai sur la situation courante d'un individu né en France et disposant de la nationalité française. Bien. Le premier acte administratif d'une vie, c'est une inscription sur un fichier, à laquelle d'autres vont succéder et permettront par la suite d'accéder à certaines prestations. Cette première étape,
c'est évidemment l'apparition sur les fichiers d'état civil, plus précisément sur le registre des naissances. Alors ce registre, il a été évoqué par le professeur Chevalier, il est ancien, on trouve ses origines dès le XVe siècle avec les registres paroissiaux. C'est avec la Révolution que la gestion de ce fichier à l'origine paroissiale devient réellement un fichier d'état civil sécularisé en 1792, alors même que la Constitution de 1791 avait sacralisé, j'allais dire, elle avait plutôt consacré l'existence des fichiers d'état civil dès les premiers articles de la Constitution, ce qui n'est pas anodin. Aujourd'hui, la tenue du registre de l'état civil est régie par les articles 34 et suivants du Code civil, au sein d'un titre consacré aux actes de l'état civil. Alors, cette déclaration de naissance, c'est une obligation, en vertu du Code civil. Elle doit avoir lieu dans les 3 jours qui suivent une naissance. Elle peut être faite par les parents, par tout témoin de la naissance. Au-delà du délai de 3 jours, eh bien, c'est au tribunal de grande instance qu'il revient de procéder à l'enregistrement. Et si cet enregistrement n'a pas lieu, eh bien, les personnes qui auraient pu y procéder, enfin qui auraient pu procéder à la déclaration, sont passibles de sanctions pénales. Cette déclaration concerne tous les enfants nés sur le territoire sans distinction de nationalité. Du point de vue du droit international, cette déclaration est un droit de l'enfant. Il suffit de se référer au Pacte international sur les droits civils et politiques, à la Convention internationale des droits de l'enfant. Ces 2 textes exigent que les enfants soient enregistrés immédiatement après leur naissance ou aussitôt la naissance, pour reprendre l'expression de la Convention internationale des droits de l'enfant. D'ailleurs, selon l'UNICEF, qui a produit un certain nombre de documentation à ce propos, l'absence d'un tel enregistrement prive l'enfant d'un accès aux soins, à l'éducation, peut l'exposer au mariage, au travail, à l'intégration à l'armée avant l'âge légal. C'est donc une protection majeure que d'être enregistré au plus vite. Et cette expression utilisée dans un document de l'UNICEF me semble significative. On considère que l'acte de naissance est une sorte de carte de membre de la société. Donc il y a bien là un enregistrement de données à caractère personnel dans l'intérêt de la personne concernée. Alors cet enregistrement, important, n'est cependant pas une fin. Il a des conséquences pratiques. Et je parle là des conséquences au regard du droit français. Les informations enregistrées au sein de l'état civil sont transmises ou transmissibles à d'autres destinataires. Le premier de ces destinataires étant l'INSEE. L'INSEE qui tient le répertoire évoqué tout à l'heure, le répertoire national d'identification des personnes physiques, qui permet d'offrir un reflet centralisé de tous les registres d'état civil, mais qui permet aussi de faire figurer ce numéro d'inscription au répertoire, ce NIR, ce numéro à 15 chiffres, parfois appelé numéro INSEE ou numéro de sécurité sociale, qui est un chiffre extrêmement important, qui est, je vais le dire d'ici quelques instants, cotonné à un emploi pour l'instant assez maîtrisé, mais qui pourrait être davantage utilisé. Ce numéro, ce NIR, est en effet très particulier. D'abord, c'est un numéro unique, un numéro pérenne qui dure même après les décès des individus. Surtout, c'est un numéro signifiant. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, c'est qu'il est composé d'une chaîne de chiffres qui vont révéler le sexe de l'individu, son année de naissance, son mois, son département de naissance, ou encore, pour qui c'est décrypté les chiffres, la commune des naissances. C'est-à-dire qu'en prenant connaissance de ce chiffre, on accède déjà à des données personnelles. Voilà ce qu'est donc ce numéro signifiant. Et donc la question s'est posée, en France et ailleurs, mais ici particulièrement en France, à partir de ce NIR, de ce numéro, de créer un numéro unique d'identification, commun à toutes les administrations, afin de faciliter l'échange d'informations et des différentes informations dont elles pouvaient disposer. Ce numéro unique existe dans certains États européens, la Belgique, le Danemark, la Suède, les Pays-Bas. En France, la CNIL a développé à ce sujet, puisque la question lui a été posée régulièrement, a développé à ce sujet une doctrine de cantonnement, c'est-à-dire tendant à limiter les interconnexions de fichiers et prônant au contraire la création d'identifiants sectoriels pour la fiscalité, l'éducation nationale, les banques, la police, etc. Et donc aujourd'hui, ce numéro est essentiellement étendu à la protection sociale. Bien. Donc on le voit, le fait de naître sur les territoires français a une première conséquence en termes de reconnaissance administrative via ce numéro. Alors on pourrait imaginer un accueil plus chaleureux au sein d'une collectivité que celui consistant à recevoir un numéro, mais c'est un premier pas
et c'est un premier pas en termes de reconnaissance de l'existence sociale. Bien. D'autres liens sont tissés à partir de l'acte de naissance, puisque des informations sont transmises extrêmement rapidement dès la naissance enregistrée. Quelques exemples, il y en aurait d'autres, mais j'irai au plus représentatif. Tout d'abord, des informations sont transmises au service municipal des vaccinations, tenu par la commune, qui va tenir un fichier des vaccinations qui sera la base de toutes les campagnes de vaccination engagées par le préfet. Autre service qui reçoit des informations, immédiatement, le service de protection maternelle et infantile du Conseil général, la PMI. C'est particulièrement significatif. Pourquoi? Eh bien, les informations de l'état civil doivent être transmises dans les 48 heures qui suivent la déclaration de naissance au médecin responsable de la PMI. Pourquoi est-ce important en pratique? Pourquoi est-ce un réel bénéfice pour l'individu nouveau-né? Eh bien, c'est que ce médecin de la PMI va jouer un rôle d'intermédiaire entre les médecins qui vont procéder aux examens obligatoires de santé du nouveau-né entre le 8e jour et le 25e mois, examen particulièrement important pour l'enfant. Et c'est lui, ce médecin, qui transmettra les informations donc, attestant que ces visites ont eu lieu, qui les transmettra aux services gérant le versement des allocations familiales, le versement de la PAJE. C'est-à-dire que si ces examens n'ont pas lieu, eh bien, il n'y a pas de versement des allocations. Le médecin responsable de la PMI joue ce rôle de transmission d'informations qui apporte une garantie à l'individu nouveau-né, excusez-moi de cette expression très administrative, mais qui peut lui apporter une garantie contre même éventuellement les manquements de ses propres parents. C'est l'argument financier. Si vous ne faites pas examiner la santé de votre enfant, vous n'avez pas l'argent, tout simplement. Eh bien, c'est là une logique qui repose sur l'usage de fichiers qui apportent cette garantie à l'enfant. Voilà donc pour les premiers instants de la vie, pour le premier accueil en termes de soins. Deuxième étape, que j'ai librement choisie, deuxième étape de l'accueil dans la société, l'acquisition des codes, l'acquisition des moyens d'évoluer au sein de la collectivité, tout simplement l'éducation. Quel est l'objet de l'enseignement obligatoire selon le Code de l'éducation? C'est en effet, parmi d'autres objectifs qui sont toujours de plus en plus nombreux, c'est en effet de transmettre à l'enfant des connaissances de base. Or, que sont des connaissances de base? Eh bien, ce sont tout simplement des connaissances jugées utiles à la vie dans une société, des connaissances minimum pour vivre dans une société. C'est une notion relative. Les connaissances de base en France ne sont pas forcément les mêmes connaissances de base que celles qu'on pourrait rencontrer dans d'autres pays. Donc, c'est déjà une première logique d'inclusion. Et c'est aussi, le terme apparaît, l'objectif d'insérer l'enfant dans la vie sociale et professionnelle. On est donc bien là dans cette logique d'accueil au sein de la collectivité. Alors comment est imposé le respect de l'obligation scolaire? Eh bien, il revient au maire, chaque année, le maire de chaque commune, de dresser la liste des enfants qui résident dans sa commune et qui sont en âge d'être soumis à l'obligation scolaire, donc à partir de 6 ans. Il établit donc bien un fichier spécifique. La démarche d'inscription provient de la municipalité. Pour y parvenir, le maire peut mettre en œuvre un traitement automatisé des données à caractère personnel. Mais il a surtout besoin d'informations en termes de domiciliation. Et ces informations lui viennent notamment, pas uniquement, mais notamment, des organismes chargés de verser les prestations familiales, encore elles, qui sont en effet des services informés rapidement des éventuels changements de domiciliation. On voit donc bien un lien indirect entre l'état civil et l'éducation, en passant par l'intermédiaire des services des prestations sociales, une corrélation entre différents fichiers et l'établissement d'un lien contraignant entre l'aide sociale et la scolarisation, puisque une fois l'enfant scolarisé, les parents devront attester une inscription au sein d'un établissement scolaire pour que les prestations sociales soient encore versées. La prestation sociale permet l'inscription, une fois l'inscription faite, elle permet de continuer le versement des prestations sociales. C'est donc une imbrication assez intéressante, là aussi au service de l'enfant, et on peut, il me semble, raisonner en termes d'accueil au sein de la collectivité, même s'il est aussi tout simplement ici question de contrôle. Mais il me semble qu'on ne peut pas complètement négliger ce point de vue positif
de profit apporté à l'enfant. Alors, je pourrais aller davantage et avancer dans la vie des individus en évoquant les fichiers qui scandent nos vies, nos avancées dans la vie, mais ce n'est pas possible faute de temps. Si j'avais eu davantage de latitude et peut-être tout simplement de compétences en la matière, j'aurais pu évoquer les fichiers relatifs aux prestations de sécurité sociale, aux revenus de remplacement, au cadastre encore, hein, qui est un support protecteur de la propriété. On pourrait multiplier les exemples. Bien. J'aborde maintenant un deuxième point de vue sur l'individu, considéré cette fois comme gouverné, plus précisément comme citoyen. Je souhaite donc penser le fichier et la faculté donnée à l'individu d'être un citoyen. Par faculté d'être un citoyen, j'entends ici la possibilité qui est donnée à l'individu d'accomplir des actes positifs dans le but d'exercer ou d'habiliter à exercer le pouvoir politique. Voilà ce que j'entends par être citoyen. Le fondement de l'action politique en démocratie est d'ordre numérique. Il suppose de compter des opinions pour en faire primer une sur les autres. Je ne vous apprends évidemment rien. Ceci impose, dans une société du grand nombre, un double objectif. Premier objectif, permettre l'expression de chacun, c'est-à-dire collecter les opinions, les agréger pour ensuite pouvoir les décompter. Ceci impose aussi d'assurer la sécurité de la collecte d'opinions, c'est-à-dire des opérations de vote en pratique, pour que le décompte soit exact et aussi qu'il soit accepté. C'est une question de légitimité, tout simplement. Là aussi, le moyen de déterminer, d'une part, qui peut voter, d'autre part, si chacun n'a bien voté qu'une seule fois, eh bien, c'est le fichier électoral. En France, l'inscription sur les listes électorales est obligatoire. On a tendance peut-être à l'oublier et à le négliger, tout simplement parce qu'il n'y a aucune sanction attachée à cette obligation. Il n'existe pas non plus, d'ailleurs, d'obligation de voter, si ce n'est pour les élections sénatoriales. Or, le corps électoral est composé d'élus qui sont forcément inscrits sur les listes électorales, donc la question ne se pose pas. Donc, une obligation, mais pas en tant que telle de sanction en cas de non-inscription ou en cas d'absence de vote. Il existe une liste électorale dans chaque commune, de même qu'un fichier général, centralisé, géré par l'INSEE. Cette inscription est obligatoire, je l'ai dit. Cette inscription est aussi volontaire. C'est le principe. Depuis 1997, cependant, les personnes qui atteignent l'âge de 18 ans sont inscrites d'office, mais elles sont inscrites d'office à condition de satisfaire aux obligations de recensement militaire. On aborde là un autre point de vue de la citoyenneté. Un lien est opéré entre deux fonctions attachées à la citoyenneté, le fait de voter, le fait d'œuvrer à la défense nationale. Donc voilà pour le lien technique. Pour ce qui est du lien symbolique, il suffit de se référer aux paroles de la Marseillaise. On invite bien des citoyens à s'armer, à se former en bataillon. La logique symbolique est là. Eh bien, la logique symbolique a été, vous le voyez, développée en logique technique de corrélation entre deux activités électorales et de défense. Sur le recensement militaire. Il a lieu à 16 ans, puisque chaque individu doit se faire recenser. C'est une démarche qui est spontanée, c'est aux individus d'aller se présenter en mairie pour déclarer leur état civil, leur lieu de résidence, leur situation familiale, leur situation scolaire. Alors évidemment, il y a des campagnes d'affichage, de publicité ciblée pour que cette formalité soit bien accomplie, mais sur le principe, elle est spontanée. Ce recensement militaire, qu'on appelle parfois recensement citoyen, tout est un peu citoyen aujourd'hui, tout ce qui n'est pas égoïste est citoyen, donc là c'est un recensement citoyen, c'est la première obligation du service national universel, avec une conséquence qui est la journée défense et citoyenneté. Surtout, ce recensement a un intérêt pratique qui justifie qu'on ne puisse le négliger. Quel est l'intérêt pratique? Eh bien, c'est qu'il donne lieu à la délivrance d'une attestation qui sera exigée pour l'inscription à des examens ou à des concours soumis au contrôle de l'autorité publique. Le baccalauréat, les CAP, les BEP, le permis de conduire, l'inscription à l'université appellent la production de ce document, qui est donc un document incontournable. On a donc, ici, deux contributions à la vie de la collectivité qui sont imbriquées, deux fichiers qui sont liés, le recensement militaire,
la liste électorale afin de veiller à ce qu'un individu agisse en citoyen. Et pour être certain qu'il le fasse, on fait en sorte qu'il ait intérêt à agir en citoyen. Bien. Donc la démarche de recensement a beau être spontanée, le vote a beau être l'expression d'une volonté, il y a bien un contexte de contrainte, d'automatisme pour encadrer les adhésions à la vie collective. Alors, vous le savez, cependant, le fichier comme moyen, comme méthode, ne suffit pas à garantir que chacun prenne effectivement part à la vie politique de la collectivité. Deux difficultés. L'inscription sur les fiches électorales reste un enjeu. L'automatisme ne résout pas entièrement le problème des non-inscriptions, je vais en parler. Puis, le fait d'être inscrit ne donne pas forcément lieu à une participation, à un vote. J'aborderai aussi ce second point. Alors, sur les difficultés liées à l'inscription sur le fichier électoral. Pour vous donner un ordre de grandeur, il y a aujourd'hui environ 45 millions de personnes inscrites sur les listes électorales, mais 3 millions de personnes non inscrites et 6,5 millions de personnes mal inscrites, c'est-à-dire de personnes qui ne se sont pas réinscrites après un déménagement et qui n'ont pas été radiées, et donc qui en pratique ne vont pas, sauf déplacement occasionnel, ne vont pas aller voter. Donc vous voyez, le rapport numérique est quand même significatif. Alors, le fait de ne pas être sur les listes a des conséquences. La première, évidente, mais encore faut-il la formuler, elle empêche de voter, évidemment. Elle empêche d'être candidat à une élection, c'est le corollaire. Elle empêche aussi d'être juré d'assises, puisqu'on ne peut pas être tiré au sort si l'on n'est pas sur les fiches électorales. Cela peut sembler ne pas être forcément un atout de ne pas être juré d'assises, mais ceux qui l'ont été s'estiment souvent avoir grandi dans leur trajectoire de citoyen. C'est donc finalement fort utile dans une vie que d'avoir cette expérience. Je parle en connaissance de cause. Autre possibilité écartée si on n'est pas sur un fichier électoral, eh bien c'est tout simplement l'implication dans certaines évolutions ouvertes par notre démocratie. Alors la première, c'est l'impossibilité de participer à un référendum d'initiative partagée. Qu'est-ce que le référendum d'initiative partagée? Le référendum donc, prévu par l'article 11 de la Constitution, où il est désormais possible qu'une initiative parlementaire soutenue par un soutien populaire donne lieu à l'organisation d'un référendum. Alors les conditions d'organisation sont telles qu'il y a bien peu de chances que cela puisse aboutir. Mais en l'occurrence, le fait de ne pas être sur les listes électorales empêche de contribuer à l'organisation d'un tel référendum, d'engager un tel référendum. Bien. Deuxième impossibilité liée aux évolutions de la démocratie, c'est de prendre part aux primaires qui sont organisées par les partis politiques. Les partis politiques sont libres des conditions qu'ils retiennent pour organiser leurs primaires, mais si l'on prend, par exemple, les primaires organisées par le Parti socialiste en 2011 et les primaires que vont engager le parti Les Républicains dans la perspective des prochaines élections présidentielles, eh bien, elles s'appuient sur les listes électorales. C'est une simplicité d'organisation, mais c'est aussi un gage de sérieux qui permet qu'au final, le candidat désigné bénéficie d'une certaine légitimité. C'est-à-dire qu'il s'engage dans l'élection, dans la campagne officielle, avec un atout, et non pas un boulet qui viendrait du fait qu'il aurait été désigné à la suite d'une mauvaise organisation. Donc, voilà certaines difficultés liées à la non-inscription sur un fichier électoral. Et puis, plus largement, le fait de ne pas figurer sur les fichiers électoraux pose un problème sur le fondement même de notre démocratie. Et ceci a amené la Commission des lois de l'Assemblée nationale à créer une mission d'information sur les modalités d'inscription sur les listes électorales, mission créée en septembre 2014, qui a remis son rapport en décembre de la même année. Alors, plusieurs possibilités d'amélioration sont proposées, j'en évoquerai rapidement certaines. Alors, tout d'abord, une amélioration de la gestion du fichier centralisé par l'INSEE, je n'insiste pas sur ce point. Deuxième proposition, faire en sorte de simplifier le traitement des inscriptions et de leur mise à jour pour rapprocher le plus possible la date butoir des inscriptions de la date du scrutin, pour faire en sorte que, tout simplement, le corps électoral corresponde le plus précisément possible à ce qu'est la population, à un moment donné. En l'occurrence, cette proposition a reçu une consécration pratique très récemment avec la loi du 13 juillet 2015, qui a eu pour objet de reporter la date butoir des inscriptions sur les listes électorales en prévision des élections de décembre, au régional. La date butoir originelle était décembre 2014. La nouvelle date
après report, donc, a été fin septembre 2015. Donc si on en était resté à la date préalable, ça aurait été tout simplement 1 an avant l'élection, ce qui en soi posait un problème. Donc voilà pour une première consécration. On étend les possibilités d'inscription, ceci est censé favoriser l'adhésion aux fichiers électoraux. Deuxième proposition, faite par cette commission, imbriquer le plus possible les moments de la vie administrative et les possibilités d'inscription sur les fichiers. C'est-à-dire que multiplier les circonstances dans lesquelles un administré, dans ses relations avec l'administration, se verra proposer d'adhérer, ou plutôt de s'inscrire sur les listes électorales. Ce qui est intéressant, c'est que là, face à une action jugée trop passive, ne pas s'inscrire sur les listes électorales, eh bien, on va lier une activité imposée, fréquenter certaines administrations, pour essayer d'obtenir quelques résultats. Ceci doit encore être traduit dans les faits. Autre difficulté que j'évoquerai brièvement, l'inscription sur le fichier électoral, quand bien même il a lieu, n'implique pas obligatoirement le vote. On connaît le problème de l'abstention, qui tient en grande partie à une certaine défiance à l'égard du personnel politique. Il y aurait d'autres causes, mais j'insiste sur celle-ci précisément parce qu'il a été jugé utile de travailler un peu plus ce contexte politique afin de favoriser l'adhésion et peut-être d'une certaine façon la foi en l'action politique. De quoi s'agit-il? En l'occurrence, lorsque certains faits, certains éléments d'actualité poussent à la défiance vers le politique, je pense très précisément ici à l'affaire Cahuzac, eh bien, on comprend que les personnes ne veuillent pas voter. Et c'est en réaction à cette affaire Cahuzac que le président de la République a souhaité aller vers davantage de transparence du personnel politique pour favoriser l'adhésion des gouvernés à l'action politique. Quel a été le moyen retenu? Eh bien, tout simplement, la création d'un nouveau fichier, un fichier, ironie du sort, ne centralisant pas les informations qui concernent les gouvernés, mais les gouvernants, sur leurs différents intérêts, sur leurs différentes participations au sein d'entreprises ou autres, et aussi sur leur patrimoine. Ce nouveau fichier est géré par la Haute Autorité sur la transparence de la vie politique. Ce fichier est accessible sur un site internet ouvert au public. Il est donc très facile d'accès et donne, en l'occurrence, accès très simplement à des données sur les revenus des dirigeants publics. J'utilise ce terme très largement parce que c'est plus de 9000 personnes qui sont concernées, hein, c'est extrêmement vaste. Et s'agissant des membres du gouvernement, on peut accéder aussi très facilement, via ce site, à des informations patrimoniales. C'est donc là une transparence évidente et qui repose sur un système de fichiers. Alors voilà pour cet aperçu, pour ce survol. Et en guise de conclusion, j'aimerais vous livrer quelques remarques, quelques réflexions. Donc, on le voit bien, les fichiers évoqués, du moins leurs principes élémentaires, nous sont familiers. Ce sont des marqueurs de certaines étapes, de certaines circonstances de la vie, et dans cette mesure, ils revêtent une certaine dimension culturelle. On le voit, le fichier est bien un outil de l'accueil et de la participation de l'individu au sein de la société. Et, si je peux me permettre cette formule un peu provocatrice, le lien de l'individu à la société ne tient pas tant à la conclusion librement consentie d'un contrat social originel que finalement à l'enregistrement imposé sur quelques fichiers. Je vous remercie. Non, mais je trouve que cette intervention était très intéressante et montrant bien d'ailleurs la très grande cohérence de cette matinée. Finalement, on est parti du fait que les fichiers remplissent une série de fonctions pour l'administration, puis on voit aussi que pour l'administré, ces fichiers sont très très importants. Donc on voit bien que le fichier, c'est le lieu, le moment aussi d'un rapport dialectique en fait entre l'administration et les administrés. C'est à la fois un moyen d'action et de contrôle de l'administration sur les administrés, mais c'est aussi un vecteur de citoyenneté. Et donc là, on a tenu ce matin les deux bouts de la chaîne et je trouve que cette matinée était très bien conduite. Je ne sais pas si c'était un projet délibéré, mais c'était très bien conduit par rapport, pour faire ressortir donc cette logique profonde sous-jacente au fichier. Ceci appelle sans doute nous avons un petit moment, je crois, pour
un certain nombre de questions. Et encore une fois, compte tenu de la très grande cohérence de cette matinée. Jean Fraissinet.